Peut-être un petit détour pour commencer. On vit dans un monde qui est un peu étrange parce que ce soir, Eve Ensler, qui écrit les monologues du vagin, va être nommé docteur honoris causa du CL. On commence à avoir difficile à avoir des Et je ne dis pas ça par hasard, parce que j'ai passé une bonne partie de mon adolescence à emmerder littéralement mes parents en laissant entraîner Charlie Hebdo, Arrête Léry et ce genre de trucs dans ma chambre, parce qu'ils pouvaient quand même y rentrer encore, juste pour entrer en conflit avec eux, évidemment. C'est une manière de montrer l'opposition qu'on peut avoir. Et je me suis fait cette réflexion en entendant l'analyse qui était faite juste avant, et en ayant lu aussi ces derniers temps, notamment Olivier Roy, qui avait fait un bon papier, ou qui avait été interviewé dans un papier où il disait « De mon temps, on s'engageait dans l'extrême gauche, aujourd'hui on s'engage dans le djihad », ce qui est peut-être un peu forcé, un peu forcé sur le trait, mais j'ai le sentiment, pour avoir discuté aussi comme ça avec des jeunes, et on est souvent interpellé par des jeunes qui nous disent « Vous faites rien sur Israël, vous faites rien là-dessus, évidemment, on fait beaucoup de choses ». Mais il y a un genre de package comme ça, un genre de package auquel on devient, pour lequel on devient presque militant. Donc vous avez mentionné le complotisme et des choses comme cela, l'anti-américanisme, l'antisionisme, l'antisémitisme, Israël, etc. On prend tout ce qui peut l'alimenter. Y compris l'interdiction de représenter Allah. Je ne suis pas certain, je suis presque certain d'ailleurs, que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas les règles que certains imams ont fixées concernant la représentation d'Allah. Mais ça vient alimenter un package d'opposition que lorsqu'on est adolescent, on a plus facile à prendre avec soi et à représenter devant ses parents aussi, parce que souvent on a des parents, même de confession musulmane, qui sont beaucoup plus, entre guillemets, modérés, parce que je n'aime pas ce terme-là, que leurs enfants. Et c'est ça qui apparaît aussi lorsqu'on interroge ces jeunes qui partent en Syrie ou ailleurs se battre. Eh bien, on constate que souvent ce sont des jeunes qui n'ont pas été à la mosquée, qui ont été dans des appartements, qui ont été écoutés des imams complètement cinglés sur Internet, mais qui n'étaient pas dans les circuits traditionnels de croyances. Donc il faut faire très attention à ça, je pense, et c'est ça qui peut peut-être faire comprendre qu'on va avoir ce drôle de package, comme ça où on croit qu'il y a des chemtrails, donc que les avions, quand ils passent dans le ciel, dispersent des produits chimiques, et c'est pour ça qu'on voit les queues de réacteurs dans le ciel. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça aujourd'hui, et ce sont les mêmes gens qui sont des fanatiques de Dieudonné, du Soral, et du complotisme américain, donc cette jonction avec l'extrême droite et les positions radicales de l'islamisme. Donc c'est un genre de package comme ça qui convient à des adolescents en rupture ou qui veulent être en rupture. Je pense que ça peut être une des portes d'analyse, en tout cas, de la question. Dans le fond, pour nous, les attentats contre Charlie, ça a été une mauvaise chose. Alors, une bonne chose d'abord parce que ça rappelle l'importance de la liberté d'expression, une mauvaise chose parce que ça a fait des victimes, bien entendu, mais une mauvaise chose parce que les victimes étaient des caricaturistes qui ne représentent qu'un tout petit pourcentage des victimes des atteintes à la liberté d'expression dans le monde. Dans le fond, les caricaturistes sont le sommet de l'iceberg. Ce sont ceux qui vont mettre le doigt sur ce qui va mal, ce qui fait mal. Pas toujours parce qu'ils ont envie de dire quelque chose de particulier, mais parce que ça fait mal. C'est pour ça qu'on reproche à Charlie d'avoir critiqué toutes les religions pour le plaisir de critiquer. Oui, c'est le rôle des caricaturistes aussi, de critiquer pour le plaisir de critiquer. Et donc, ce qui est bien, c'est que s'ils peuvent mettre le doigt sur des choses qui vont mal, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail avant. Je veux dire par là, lorsque les caricaturistes parlent de la corruption, parlent de détournement, parlent de problèmes qui ont lieu dans un pays, c'est parce qu'il y a des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, des gens qui se battent et qui ont mis ça en évidence, qui essaient de mettre ça en évidence. Ces images, alors, ces faits sont repris alors par ces caricaturistes qui, comme le disait Plantu dans le trailer qu'on avait avant, en une image, permettent d'illustrer toute une problématique et de faire encore plus mal que ne le ferait un rapport complet d'Amnesty qui fait 80 pages et qui est lisible. Et donc, c'est clair que l'attentat contre Charlie a un peu gommé
ce que vivent beaucoup de gens, peut-être pas dans le pays tout près, mais quand même assez près, je vais y revenir après, et qui se battent au jour le jour, qui sont emprisonnés, torturés, qui disparaissent, etc., simplement parce qu'ils osent dire ce qu'ils ont à dire ou révéler des choses qui sont importantes. Alors, donc je passe ma vie à défendre des gens comme ça, à me battre en permanence, à dire vous devez accepter ça. Et il y a toute la question, évidemment, quand on s'adresse à un gouvernement étranger, quand je vais rencontrer un Premier ministre ou un président, que je lui dis, vous savez, vous avez mis en prison monsieur, madame Untel, vous avez fait disparaître ces étudiants qui protestaient, etc. On me dit, vous venez avec des conceptions occidentales. C'est souvent le mot qu'on entend. Et ce qui me frappe, moi, c'est que, ce que je pense, c'est que lorsqu'on me dit ce genre de choses, c'est un discours de pouvoir. Ce sont ceux qui ont le pouvoir, qui sont capables de vous dire ce que vous dites là, c'est un discours occidental. Parce que lorsque vous discutez avec des personnes qui sont en prison, qui ont été torturées, parce qu'elles osaient dire ce qu'elles pensaient, elles ont la même conception que vous. Elles vous demandent de les aider. Et donc, ceux qui adoptent ce discours, disant la torture, peut-être que dans certains cas, il faudrait l'accepter, et de toute façon, les droits de l'homme, c'est quelque chose d'occidental, ce sont des gens qui soutiennent le pouvoir. Point. Donc, je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans la discussion, on peut y revenir, mais pour moi, c'est la conception, parce que lorsque vous avez rencontré quelqu'un qui a été torturé, vous avez votre conception qui est obligée de changer, de reconnaître que la torture, c'est quelque chose d'abominable. Très rapidement sur l'historique, je vais revenir un peu sur l'historique, parce que qu'est-ce qui a été un des premières avancées en matière de liberté d'expression? Ça a été la controverse de Valladolid au XVe siècle, où les Espagnols se sont demandé si les Indiens avaient une âme. Et Las Casas a gagné. Grâce à Las Casas, on a reconnu qu'il y avait des êtres humains, qu'on a inventé le concept d'être humain. C'est la première fois qu'on acceptait de reconnaître que les autres étaient aussi des êtres humains, même s'ils étaient tout nus ou avec des palmes, et s'ils parlaient une langue qu'on ne comprenait pas dans une région qu'on n'avait jamais vue. Et donc ça a été la première grande avancée. Après, il y en a eu d'autres, et je vous signale, pour les historiens, qu'il y a la Magna Carta, dont on va fêter le 800e anniversaire dans les jours qui viennent. Je vous intéresse à retourner voir ça, parce que c'était quand même quelque chose d'important. Alors, le cadre dans lequel on travaille, et je pense que c'est important parce que souvent quand on parle de liberté d'expression, on ne pense qu'à un journal comme Charlie Hebdo, dont les caricaturistes ont été tués. Il y a bien d'autres choses derrière le terme liberté d'expression. Bien sûr, c'est une liberté fondamentale, c'est le droit de dire ce qu'on a envie de dire, mais c'est aussi quelque chose qui est essentiel si on veut que les autres droits fonctionnent. Comme je le disais tout à l'heure, si on veut un pays où la démocratie fonctionne et où, par exemple, tout le budget de l'État ne soit pas mangé par les responsables de l'État, il faut que l'on puisse dénoncer la corruption. Et la corruption, c'est un fléau qui, aujourd'hui, a envahi la plupart des pays de la planète, beaucoup de pays de la planète, et le fait qu'il y ait des gens qui puissent dénoncer la corruption est capital pour faire avancer la démocratie et la justice sociale, tout simplement. Et aussi, ça semble évident, mais ce n'est pas toujours évident dans les pays dont on parle, de faire comprendre aux responsables de l'État et à ceux qui veulent les remplacer que lorsqu'on occupe le poste de Premier ministre, de Président, de ministre des Armées, ce n'est pas un poste où vous pouvez tout prendre pour vous et ne rien laisser aux autres, c'est un poste que vous devez partager avec les autres et d'abord avec votre population. Ça semble évident, ça n'est pas toujours, et lorsque vous n'avez pas une presse qui est capable de dénoncer tout ça, eh bien, très rapidement, et on l'a vu même en Belgique, dans certaines occasions, très rapidement, la corruption l'emporte, et la qualité du service à la population, la justice sociale, en souffre énormément. Alors, on dit toujours, il y a des limites à la liberté d'expression, et c'est vrai, il y a la sûreté de l'État, un type qui veut publier les plans d'une bombe atomique qu'on peut fabriquer dans sa cuisine, c'est quand même dangereux. On ne va pas le laisser faire comme ça. L'insulte publique, la diffamation, si vous en êtes victime, vous allez exiger qu'il y ait une loi qui interdise la diffamation et qui interdise que quelqu'un raconte des mensonges sur vous. Et ça pourrait se traduire
une carrière qui se termine ou vous retrouvez au chômage, par exemple. Donc c'est capital de mettre ces limites-là, évidemment. C'est capital aussi d'éviter les propos négationnistes. Alors là, ça va varier d'un pays à l'autre, puisque les propos négationnistes sont interdits en Europe, généralement, ne le sont pas aux États-Unis. Les États-Unis ont une conception de la liberté d'expression qui est la plus radicale qu'on puisse trouver. Vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Et en général, si vous essayez d'aller en justice contre un journal, vous perdez. La liberté de la presse est tellement considérée comme tellement importante que les juges vont toujours accorder le droit au journal. Et donc, ça veut dire aussi, on peut se dire, tant mieux dans le fond, parce que ça permet justement d'avoir une information très très large et de pouvoir s'informer comme on veut, c'est vrai, mais on le sait, évidemment, il y a d'autres censures que la censure de l'État, et notamment la censure économique. Lorsqu'on est confronté à Fox News, qui occupe la moitié de l'auditorat de l'auditoire aux États-Unis, et lorsqu'on voit les mensonges qu'ils sont capables de développer sur l'antenne, on ne peut qu'être inquiet, et ils peuvent le faire uniquement que parce qu'il y a une puissance financière derrière qui les finance avec des objectifs politiques. Soutenir le Tea Party, soutenir l'extrême droite, la droite américaine, tout ça est évidemment problématique, mais c'est une limite à la liberté d'expression, qui est une limite qu'on a essayé un peu de contrebalancer dans nos pays, puisqu'il y a une aide à la presse. Nos journaux reçoivent de l'argent pour pouvoir survivre, mais malgré tout, ça reste insuffisant. Et il y a des journaux encore en Belgique, dont, en tout cas, auxquels je ne m'abonnerai jamais. La protection de l'enfance est capitale aussi comme moyen comme protection, et des informations confidentielles. Par là, je veux dire, parce que c'est quelque chose qui est fort utilisé dans certains pays africains aujourd'hui, c'est la dénonciation des personnes qui sont homosexuelles. Donc en Ouganda, il y a des journaux qui publient la liste de toutes les personnes qui sont soupçonnées d'être homosexuelles, ce qui provoque évidemment, dans des pays où l'homosexualité est très très mal considérée, peut découvrir à la mort, en fait. Donc il est clair que là, il faut, et c'est le rôle d'organisations comme nous, de demander qu'il y ait des limites à la liberté d'expression. Alors, c'est là qu'on voit que c'est un droit fondamental, c'est dans la Déclaration universelle, mais en même temps, on n'oublie jamais l'article 30 de la Déclaration universelle qui dit qu'aucun droit ne peut être contraire aux autres droits qui se trouvent dans la Déclaration. Donc, si le droit à la vie est en danger parce qu'on a utilisé le droit à la liberté d'expression, il est évident qu'il faut limiter cette liberté d'expression, sans quoi la personne sera tuée. Alors, quand on parle de liberté d'expression, c'est d'abord évidemment la liberté d'opinion. Je peux dire ce que je pense, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est aussi le droit à l'information. Et le droit à l'information, c'est le droit de savoir. C'est le droit à avoir accès, pour les journalistes notamment, à tout ce qui pourrait les intéresser, avec des limites bien entendu. Mais il faut que nos journalistes puissent avoir accès à tout ce qui pourrait intéresser le public ou l'aider à se faire une opinion par rapport à ce qui se passe dans un pays. Et donc, nos gouvernements doivent ouvrir les portes le plus possible à l'information du public, non seulement le gouvernement, mais aussi les entreprises, le cas échéant, pour que l'on puisse avoir tous les éléments en main pour pouvoir juger de ce qui est bon ou pas bon dans notre société. Donc le droit de savoir, le droit de recevoir des informations aussi. Et le droit de recevoir des informations, ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas. Lorsque vous êtes une tribu amazonienne, au fin fond de la jungle, et qu'il y a un décret du gouvernement brésilien disant « Eh bien, nous accordons tout ce territoire, ces millions d'hectares, à telle grande entreprise qui aura le droit de détruire tout ce qui s'y passe », eh bien, les gens qui vivent là, dans cette tribu, ne savent pas que ça va leur arriver. Ils ne lisent pas le journal, ils n'ont pas la télévision, et donc vous êtes obligés, en théorie en tout cas, de mettre en place des systèmes d'information active des personnes, de faire en sorte que les personnes sachent que ça les concerne particulièrement. Pour vous donner un tout petit exemple issu d'une expérience personnelle,
Il y a 2-3 ans, on a fait une mission au Burkina Faso parce qu'on s'est assez inquiété de voir ce qui se passait en termes de mortalité maternelle. Alors, la mortalité maternelle, ça fait 2000 à 5000 femmes qui meurent chaque année au Burkina Faso en donnant naissance. C'est énorme. C'était un des objectifs du millénaire des Nations Unies et c'est un des objectifs qui ne progresse absolument pas. Hein, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Et donc, on a été voir sur le terrain ce qui se passait, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un ahuri qui avait inventé le concept de Bamako en matière de développement, qui dit si quelque chose est gratuit, ça n'intéresse pas les gens ou les gens n'y font pas confiance. Et donc, c'est le prétexte utilisé par le gouvernement burkinabé à ce moment-là pour dire il faut que les femmes payent des consultations pré- et postnatales ainsi que les frais d'accouchement. Quand vous vivez au milieu du Sahel, ça veut dire qu'on vous met entre les mains d'une sage-femme totalement incompétente, qui pratique des décisions d'ailleurs par ailleurs, et qui va vous tuer en fait, dans un grand nombre de cas. Donc, ce qu'on a fait, on a fait l'expérience avec une ONG suisse qui dit à Bruno, eh bien, nous avons financé les frais de consultation pré-postnatale et les frais d'accouchement. Résultat des courses, 25% de décès en moins. Évidemment, on est content. Hein? 25% de décès en moins, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, on est allé faire des groupes de parole chez ces femmes. On est allé les rencontrer sur le terrain, c'est que vous savez, en discutant avec elles, en disant tiens, comment est-ce que vous voyez ces choses? Et c'est là qu'on nous ont dit, vous savez, c'est très bien, 25% de femmes en moins, on ne va pas se plaindre, hein, c'est une bonne nouvelle. Et ça soulage le portefeuille de nos maris en plus. Le problème que ça pose, pour nous, c'est que nos maris veulent faire 9 gosses au lieu de 7 maintenant. Hein? Et que donc, on n'a pas forcément envie de faire 9 gosses parce qu'on a déjà commencé à l'âge de 12 ans, mais en plus, ça ne fait que prolonger le risque de mortalité maternelle quand même. Quand on en fait 9, il y a quand même beaucoup de chances que vous ayez des problèmes à l'accouchement. Et donc, ce que je disais, c'est que justement, la question de le vrai problème n'est pas celui des frais d'accouchement, évidemment, il faut que ce soit réglé. Le vrai problème, c'est l'accès à l'information, c'est le droit de savoir comment est-ce que je peux avoir accès à la contraception. Ça, c'est fondamental. Et ça veut dire que sans une démarche volontariste de la part du gouvernement et des autorités sanitaires burkinabé et de tous les pays de la région vers ces femmes pour leur expliquer comment ça marche, vers leur mari aussi, hein, c'est quoi le droit à la contraception, eh bien, on ne progressera en aucune manière. La seule solution qu'elles aient, c'est de demander à leur mari d'avoir une femme de plus, parce que ça espace alors la naissance pour elles. Et donc, on voit à quel point c'est important qu'il y ait une politique volontariste de l'État à ce moment-là, d'informer les personnes, sa population, pour faire progresser les choses. Évidemment, c'est aussi le droit à l'information, c'est le droit de diffuser l'information, c'est le droit d'avoir accès à l'information, et c'est là qu'on se rend compte que c'est là que c'est plus facile aussi pour un État de bloquer les choses. Je vais terminer avec quelques exemples. D'abord, près de nous, c'est la Hongrie. Alors la Hongrie, c'est assez particulier parce que c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, avec un président, un chef d'État, qui a un discours vraiment très à droite, et qui est en train de remettre en question complètement les notions de liberté d'expression, de liberté d'association, etc. Hein, il y a eu des manifestations ce week-end de la part des ONG qui, à l'occasion de visite de Mme Merkel, nous demandent d'intervenir. L'Union européenne est en train de laisser passer, de laisser faire, de laisser mettre en place un État qui ne respecte plus la liberté d'expression, qui ne respecte plus la liberté d'association. Autant de concepts qui sont fondamentaux si on veut faire progresser la démocratie en Hongrie et dans l'Union européenne de façon plus générale. On vient de sortir un rapport sur le droit des organisations notamment. Et pas très loin, il y a la Russie qui a mis en place depuis quelques années avec Poutine, a pris toute une série de mesures qui font que la télévision aujourd'hui, les différentes chaînes de télévision sont quasiment toutes au même pouvoir. Toutes. Même les privés. Il en va même pour la presse.
Et aujourd'hui, si vous voulez être une organisation qui fonctionne, c'est devenu terriblement compliqué. Des organisations comme Mémorial, qui est une des plus vieilles associations de défense des droits humains en Russie, eh bien, est en train d'être interdite, va disparaître, en partie parce qu'il y a une nouvelle loi en Russie qui dit que si vous recevez le moindre subside de l'étranger, vous devez vous présenter comme agent de l'étranger. Donc vous avez un malin, vous allez voir une visite de prison et vous devez vous présenter comme agent de l'étranger. C'est évident que là, vous êtes complètement disqualifié aux yeux d'un public qui lui-même est chauffé à blanc par les médias de l'État contre les attaques de l'étranger contre la Russie. L'Iran est aussi pas mal dans le genre, et avec un contrôle de l'Internet qui heureusement n'est pas aussi serré que d'autres, mais qui fait que la liberté d'expression dans ce pays est quasiment nulle, et que ceux qui essayent d'utiliser un minimum, même ce qui est autorisé, se retrouvent régulièrement en prison. Je pense ici à des étudiants, notamment des étudiants qui étaient en Belgique, qui sont aujourd'hui emprisonnés en Iran, et pour lesquels nous travaillons. L'Arabie Saoudite, je vais pas m'étendre là-dessus, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais Raif Badawi, qui est ce blogueur iranien, qui, comme beaucoup d'autres prisonniers d'opinion en Arabie Saoudite, est condamné à 10 ans de prison, une amende colossale et 1000 coups de fouet. 20 fois 50 coups de fouet, parce qu'il a osé ouvrir un forum de discussion sur la façon dont l'Arabie Saoudite est gérée. Eh bien, c'est le sort malheureusement de beaucoup de personnes dans ce pays. Qui, quand même, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est sans doute pour ça qu'on est aussi silencieux, sans doute au niveau de nos instances, nous achètent, représentent 20% des ventes d'armes de la Belgique à l'étranger. C'est notamment la fraude de l'AFE. C'est pas par hasard. Le Zimbabwe, qui est un pays révolutionnaire, est devenu une dictature aux mains d'un seul homme qui profite de tout. Et ça, c'est probablement un des petits exemples les plus criants de ce mélange de contrôle de l'information et de corruption, où les gens meurent de faim, les gens qui tournent autour du pouvoir sont pleins aux as et empêchent toute émergence d'une vraie opposition et d'une liberté de parole dans leur pays. Assez proche de nous encore, la Turquie. Vous allez avoir des élèves qui viennent de Turquie ou qui ont des origines là-bas. Il y a plus de journalistes en prison aujourd'hui en Turquie qu'il n'y en avait du temps d'un jeune militaire. Donc ça, c'est quand même assez effrayant. Et enfin la Chine, où là, on ne parle pas de dizaines, centaines de prisonniers d'opinion, mais de dizaines de milliers de prisonniers d'opinion qui sont tous détenus uniquement pour avoir osé donner un avis différent ou avoir une religion différente. Voilà, c'est un tour très rapide. Je pense que, dernier exemple aussi que je ne voulais pas oublier, c'est la RDC, c'est le Congo, qui aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui manifestent, eh bien, on coupe, le pouvoir coupe, et ça montre aussi l'importance qu'a pris Internet et les SMS. Tous les SMS et tout Internet est coupé dans la capitale pour éviter que la moindre information n'entre ou ne sorte. Et donc, le pouvoir remet la main alors sur tout ce qui est connexion et radio aussi d'ailleurs, RFI a aussi été coupé, pour empêcher qu'il y ait le moins d'informations qui sortent ou échange d'informations qui permettraient l'organisation notamment d'actions. Voilà, c'est un tour très rapide de la situation. Il y a des dizaines et dizaines de pays que j'aurais pu mentionner. J'ai essayé de reprendre ce qui était les plus exemples.